Arthur, c'est lui. Il a été choisi pour être le premier homme à fouler le sol martien. Il est astronaute et il a été sélectionné par la NASA pour une mission exceptionnelle et sans précédent, aller sur Mars. Nous sommes le 15 avril 2030, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire. Le suspense est à son comble alors que la fusée décolle depuis le Cap Canaveral, en Floride. La puissance des réacteurs gronde, le sol tremble et la fusée s'élève dans le ciel. Après un très long voyage de 6 mois, l'atterrisseur touche enfin le sol martien, avec succès. Arthur, maintenant à des millions de kilomètres de chez lui, de sa famille et de ses amis, se prépare à faire le premier pas qui le propulsera dans l'histoire. Il se tient à la porte de son module, attendant les ordres. La porte s'ouvre et le paysage de Mars s'étend devant lui. Un paysage extraterrestre, désertique, poussiéreux et silencieux. À ce moment précis, les yeux de l'humanité sont fixés à leur écran, retenant leur souffle. Plusieurs milliards de personnes à travers le monde sont tous là, en ce même instant, marquant comme un arrêt dans le temps. Toute l'humanité retient son souffle en attendant le moment fatidique. Des familles, des amis, des chercheurs, des étudiants, tous unis dans cette attente qui semble durer une éternité. Arthur descend lentement de son module dans ce silence absolu. Et enfin, son pied touche le sol martien. Pour la première fois, l'humanité vient de fouler le sol d'une autre planète. C'est une avancée significative qui marquera évidemment un tournant dans l'histoire. Mais ce scénario est-il possible et l'homme pourra-t-il vraiment vivre sur Mars? Eh bien ça, on va le voir tout de suite. Mars. Cette planète qu'on peut voir dans le ciel à l'œil nu nous fascine depuis toujours. De par sa couleur rouge, on a même donné son nom au dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Elle est l'espoir d'une seconde planète pour l'homme dans un futur proche. Bon, je préfère quand même le préciser, je ne suis pas astrophysicien, je suis juste passionné. Le sujet de si on peut vivre sur Mars ou pas est un sujet très débattu au sein de la communauté scientifique. Donc certaines choses que je vais dire dans cette vidéo ne sont peut-être que des hypothèses et ne sont pas officiellement prouvées. Il se peut aussi que je fasse des erreurs et si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, ça me permet à moi d'apprendre et à tout le monde de comprendre. Dans le ciel, on la reconnaît très bien. Sa brillance et sa teinte rougeâtre due à la présence d'oxyde de fer en son sol font partie des caractéristiques de la planète. Sa distance avec le Soleil est plus ou moins de 225 millions de kilomètres, et elle fait son tour en 669 jours. C'est moins comparé à notre Terre qui elle est située à 150 millions de kilomètres du Soleil, et qui en fait le tour en 365 jours. Les journées là-bas font 24h40, donc c'est presque similaire à la Terre. Bon, c'est un secret pour personne, Mars est une planète tellurique, donc rocheuse, et depuis de nombreuses années, les chercheurs s'y intéressent, parce qu'elle semble prometteuse pour une colonisation future. Ce paysage rocheux, criblé de cratères et de bassins d'impact, de montagnes et de dunes, intrigue. Dans cet endroit reculé de la planète, se trouve un volcan, et pas n'importe lequel. Il s'agit du plus grand volcan du système solaire à jamais découvert. C'est le mont Olympe. Culminant à 21 km, il est 3 fois plus grand que l'Everest, la plus grande montagne sur Terre. La température moyenne sur Mars est de moins 65 degrés. C'est bien différent de la Terre, qui elle a une température moyenne de 15 degrés. On comprend alors très vite que l'existence de l'eau sous sa forme liquide est impossible en surface, à cause des températures glaciales. Mais alors pourquoi on s'intéresse à cette planète si elle n'a même pas d'eau liquide? Eh bien en fait, on ne s'intéresse pas à Mars juste pour savoir si on pourra y vivre un jour. Le but est aussi de savoir plus en détail comment le système solaire s'est formé, de savoir l'histoire de notre planète voisine et si elle a un lien quelconque avec la Terre. Et peut-être même pourquoi pas découvrir la première forme de vie extraterrestre. Selon les hypothèses qui se renforcent avec les découvertes qu'on fait, dans un lointain passé, l'eau coulait sur Mars, ce qui l'aurait potentiellement rendu habitable. Le paysage martien est devenu totalement aride et désertique, détruisant tout espoir de vie. L'atmosphère martienne est beaucoup moins dense que celle de la Terre et est principalement constituée de dioxyde de carbone. Donc évidemment, l'air est irrespirable. Les phénomènes météorologiques là-bas qu'on peut y trouver, ce sont des tempêtes de poussière, des brouillards et des nuages accompagnés de vents allant jusqu'à 200 km/h. Alors des vents à 200 km/h, ça peut paraître violent, mais ça ne l'est pas vraiment. En fait, étant donné que l'atmosphère est beaucoup moins dense, la pression des vents est aussi très faible. Et donc des vents à 200 km/h sur Mars ne correspondraient qu'à une petite brise marine sur Terre. On le sait depuis longtemps, l'eau liquide est un élément majeur à l'apparition de la vie. Sauf évidemment pour quelques micro-organismes qui eux peuvent vivre dans des conditions extrêmes, mais là on va pas en parler dans cette vidéo. Quand on observe la surface martienne, on remarque des traces d'écoulement d'eau qui se sont formées il y a de ça des milliards d'années. Regardez par exemple cette image. Vous voyez des traces qui seraient expliquées par l'écoulement de l'eau liquide il y a de ça plusieurs milliards d'années. Et en plus de ça, des observations et des analyses d'échantillons réalisées sur place permettent de découvrir la présence d'eau. Mais pas de l'eau liquide, de l'eau solide. On le sait depuis quelques années déjà, la planète rouge possède ce qu'on appelle des calottes glaciaires. Au pôle nord et au pôle sud de la planète se trouve une couche de glace principalement composée d'eau et de dioxyde de carbone.
Et cette découverte a encore plus été renforcée quand la sonde spatiale Phoenix a analysé et confirmé la présence d'eau solide dans les calottes glaciaires à faible profondeur. Quand on compile ça aux données géologiques qu'on a de Mars, on peut faire la corrélation et expliquer que quand Mars avait une atmosphère, l'eau liquide s'écoulait en surface. Elle avait donc des lacs, des rivières, des océans, des torrents, et ce, il y a plusieurs milliards d'années. Bon, avant d'en venir à savoir si on peut vivre sur Mars ou pas, c'est important de savoir pourquoi l'eau a disparu. Parce que s'il y avait de l'eau, on serait déjà sur Mars. Quand la planète a vu le jour, elle avait une atmosphère et un champ magnétique semblable à celui de la Terre. On le sait, le champ magnétique protège la Terre des vents solaires qui pourraient affaiblir notre atmosphère et qui seraient mortels pour nous. Alors que Mars s'apprêtait à avoir une évolution peut-être similaire à celle de la Terre, il y a 4 milliards d'années pour une raison encore inconnue, son champ magnétique s'arrête. Son atmosphère se retrouve directement exposée au vent solaire et à cause de la faible gravité de Mars, l'atmosphère ne peut pas persister longtemps. Elle se dissipe alors peu à peu, puis l'eau liquide s'évapore. Après ce refroidissement, une partie de l'eau liquide est emprisonnée sous forme de glace, et c'est donc ça qu'on retrouve sur Mars. Et s'il y a eu de l'eau auparavant, est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars? Eh bien ça, c'est pas impossible. On parle là évidemment de vie sous forme de micro-organismes. On parle pas de vie intelligente comme l'être humain. Bon, je préfère casser le truc tout de suite, jusqu'alors on n'a aucune trace de vie existante sur Mars. Les sondes Viking, lancées en 1970, avaient pour but d'étudier et de rechercher de la vie microscopique. Malheureusement, les résultats sont décevants et on n'a même pas retrouvé de molécules organiques. Par contre, dernièrement, Perseverance fait une découverte intéressante. Il s'agit là du dernier rover lancé en 2021 par les Américains. Les scientifiques ont fait atterrir ce rover dans un endroit stratégique à proximité du cratère Géréso. Évidemment, ce cratère n'a pas été choisi au hasard. Si on l'a choisi, c'est parce qu'il y avait peut-être un lac ici même, il y a 3,5 milliards d'années. Et surprise, en étudiant le sol martien à cet endroit-là, Perseverance découvre des molécules organiques. C'est-à-dire des molécules comme du soufre, du nitrogène, du phosphore, de l'oxygène ou du carbone. Ces molécules-là justifieraient en fait un environnement favorable à l'apparition des êtres vivants. Bon, des molécules organiques, d'autres rovers auparavant, on avait déjà trouvé. Mais c'est la première fois qu'on en trouve dans un endroit où on pense qu'il y avait de l'eau. Donc pour résumer, dans un endroit où on pense qu'il y avait un lac, donc de l'eau liquide, des relevés chimiques prouvent que l'environnement était peut-être favorable à l'apparition de la vie. Et ça c'était il y a 3,5 milliards d'années. Donc est-ce qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars auparavant? Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'il y avait de la vie? Eh ben c'est pas impossible. Mais pour le moment, il n'y a pas de preuve définitive. Et donc avec tout ça, est-ce que l'humain peut vivre sur Mars? On a fait un récapitulatif des conditions actuelles sur Mars et on voit très clairement que cette planète n'est pas faite pour l'être humain. Les températures y sont extrêmes, l'air n'est pas respirable et on risquerait fortement d'être irradié par des vents solaires. Donc en fait, y vivre comme si on était sur Terre serait actuellement impossible. Sauf si évidemment on fait ce qu'on appelle la terraformation de Mars. C'est un processus complexe et totalement hypothétique qui rendrait le climat de Mars favorable à une espèce humaine. L'un des scénarios propose par exemple d'importer une grande quantité de méthane présent dans l'atmosphère de Titan sur Mars. La planète se réchaufferait alors grâce à l'effet de serre et la pression atmosphérique augmenterait. Par des réactions chimiques, on pourrait voir alors apparaître de l'eau et du CO2. Et en apportant par exemple des espèces vivantes terrestres comme des cyanobactéries ou alors certaines algues, on peut espérer voir la production de dioxygène et rendre l'air respirable. Le processus sera alors très long, mais il paraît aussi tout bonnement irréalisable. D'autant plus que ça règle pas le problème de faible gravité sur Mars qui serait pas suffisante pour retenir l'atmosphère nouvellement formée. En fait, pour le moment, la problématique majeure pour se rendre sur Mars, c'est le voyage. Il faut compter un trajet de minimum 6 mois, dans lequel vous êtes complètement plongé dans le vide de l'espace, seul. Vous êtes soumis à aucune gravité, donc vos muscles risquent de s'atrophier et votre masse osseuse diminue. Et ce problème d'ailleurs ne va pas s'arranger avec le temps tout au long de votre voyage. Il faut ensuite pouvoir être abrité pour ne pas subir les vents solaires et créer un endroit isolé où on peut respirer. Et créer une telle base à des millions de kilomètres de la Terre, c'est pas si simple et ça coûte cher. Un autre problème se pose, c'est la nourriture. Dans l'ISS où est allé Thomas Pesquet par exemple, c'est simple. Les astronautes reçoivent des cargaisons de nourriture et d'eau pour s'alimenter. Mais sur Mars, c'est autre chose. Au vu du voyage, du coût et de la complexité technique que ça demande, c'est compliqué d'envoyer des cargaisons d'eau et de nourriture à un rythme régulier sur Mars pour alimenter les astronautes. Et même si ça se faisait, imaginez qu'il y a un problème pendant le voyage de la cargaison, l'astronaute ne pourrait plus être alimenté. Donc l'une des solutions à ça, c'est de permettre à l'astronaute de s'alimenter lui-même. Après, il y a d'autres solutions sur lesquelles travaillent les scientifiques actuellement. Mais un autre problème se pose, c'est le retour sur Terre. À moins que le voyage ne soit qu'un aller simple, comme par exemple avec le projet Mars One, qui est un projet qui n'a pas abouti, il faudra un vaisseau assez puissant pour décoller et quitter la surface de Mars, ce qui là encore n'est pas une chose facile. En mai 2022, la NASA a publié ses projets futurs de l'exploration spatiale. La NASA, elle prévoit de s'installer d'abord sur la Lune, puis après sur Mars. Le but serait de créer un réseau de transport entre la Terre et des bases spatiales, pour ensuite aller vers Mars.
Ce qui sera évidemment donc beaucoup plus simple et c'est pour ça qu'a été lancé le projet Artemis. La première mission a été effectuée avec succès à bord du SLS il y a quelques mois déjà. Prochainement, d'autres vols auront lieu et on finira par poser à nouveau le pied sur la Lune d'ici 2025, s'il n'y a pas de retard. Ce projet-là, il est censé préparer les missions vers Mars et donc l'étape d'après, c'est Mars. Bon, pour être honnête, personnellement, je pense qu'on n'ira pas sur Mars avant une vingtaine d'années, tout au moins. En fait, selon moi, c'est principalement une question de politique. En 1969, on est allé sur la Lune parce qu'il y avait un véritable enjeu politique. Les Américains avaient investi massivement dans les conquêtes spatiales, ce qui a conduit aux missions Apollo et au premier pas de l'homme sur la Lune. Aujourd'hui, le contexte est différent. Alors évidemment, là, à l'heure actuelle, on aurait déjà peut-être la possibilité de faire des voyages vers Mars. Mais il y a surtout une question d'éthique, d'argent, d'intérêt politique et d'intérêt scientifique. Est-ce que les rovers, qui sont une alternative beaucoup moins chère, ne sont-ils pas suffisants? Est-ce qu'il est nécessaire d'investir autant d'argent si c'est finalement juste pour aller poser un drapeau? Et cette planète qui nous fait rêver depuis si longtemps, est-ce qu'on la mérite? Évidemment, c'est inévitable, je pense qu'on ira sur Mars un jour, et j'espère. Mais quand? Et bah ça c'est la grande question. Donc en soi, Mars n'est pas habitable dans les conditions actuelles. Mais avec la technologie qu'on aurait, on pourrait survivre sur Mars, mais pas vivre. Et vu qu'on a parlé de l'apparition de la vie, si vous voulez connaître tous les événements passés qui nous ont permis à nous d'exister, et bah je vous laisse aller voir cette vidéo là. Et je récapitule le passé du Soleil, de la Terre et de l'espèce humaine. Et je te garantis qu'elle va te retourner le cerveau. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et moi je te souhaite bon visionnage.